présenter à nos lecteurs. Je m'appelle Ibrahim Sanon, je suis de nationalité guinéenne, résident au Maroc, chercheur à l'université Hassan Ier. Donc je suis là, je suis aussi bien évidemment écrivain, donc auteur de 3 ouvrages, dont 2 en cours de publication ici en Guinée. Quels sont les titres de ces ouvrages? Donc le premier ouvrage, je l'avais soumis à Ramatan en Guinée, ça s'appelait Mettre la Guinée sur la voie de l'émergence économique. Le second est en cours de publication, c'est la Société africaine d'édition et de communication. Ça s'appelle Pour une méthodologie de réconciliation nationale sans ressentiment. Qu'est-ce que l'économie comportementale? Donc l'économie comportementale, pour moi, je devais vous dire au début, je suis aussi chercheur dans cette discipline de l'économie. C'est une partie de l'économie, bien entendu, qui part du constat que les humains ne sont pas rationnels et que le concept de l'homo economicus ne tenait pas. Parce que souvent, les hommes avaient tendance à suivre leur instinct. L'économie comportementale, donc, de façon brève, c'est l'économie, bien évidemment, qui arrive à aider les décideurs à éclairer, bien entendu, leur prise de décision, en partant du fait qu'il faut étudier les comportements des agents économiques dans leurs spécificités. Et justement, en quoi cela peut être important pour la Guinée? Cela peut être important pour la Guinée parce que ici, dans l'économie classique, nous avions tenté beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de réformes, mais ces choses n'ont pas marché. Par exemple, je pourrais donner des exemples. Qu'est-ce qui explique, par exemple, que dans les villes comme Sigiri, les parents ont du mal à envoyer leurs enfants à l'école, pourtant que les gens qui travaillent dans l'exploitation artisanale de l'or gagnent beaucoup d'argent. Quelque part, c'est parce qu'il y a, on va dire, de l'arbitrage entre les coûts que constitue l'éducation et que l'avantage que les enfants peuvent, disons, procurer à la famille une fois en travaillant dans les mines. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a donc une explication purement comportementale. Donc, l'économie comportementale pourrait donc aider les dirigeants guinéens à recadrer leur prise de décision, à les cibler, bien évidemment, aussi à avoir une efficacité dans la lutte contre la pauvreté. Justement, qu'est-ce que tu fais pour de l'économie guinéenne? La lecture que je fais de l'économie guinéenne, que depuis bien entendu l'indépendance, l'économie guinéenne, on va dire, de façon générale, a été planifiée. Après, elle a été orientée vers l'économie de marché, mais elle ne l'est pas. Pour moi, elle est une économie en transition. Le libéralisme dont nous avons eu est un libéralisme de copains, parce que depuis la croissance économique que nous avons est une croissance très faible, qui ne permet pas de juguler la pauvreté, aussi les inégalités, et que les politiques économiques que nous avons jusque-là tentées sont des politiques conjoncturelles. Ces politiques conjoncturelles aussi n'ont pas visé à la création d'emplois, bien évidemment à l'élargissement même, on va dire, du marché guinéen du travail, aussi à l'implémentation des autres marchés que nous n'en avons pas. Qu'est-ce qu'il faut pour inverser cette tendance? Pour inverser cette tendance, bien évidemment, il faut qu'il y ait, on va dire, des décisions concrètes par rapport à l'environnement des affaires. Et ici, actuellement, en Guinée, par rapport au Doing Business, en 2015, nous sommes 169e, alors qu'il y a de cela une année, nous étions 178e. Il y a un progrès de façon générale dans le ranking, mais sauf que lorsqu'on regarde, on va dire, les éléments, les compartiments qui font ces classements du Doing Business, nous constatons qu'il y a encore des problèmes. Par rapport exactement au paiement des impôts, il faut en Guinée 440 heures pour payer les impôts. C'est ce que la Banque mondiale dit dans son rapport. Il faut 57 paiements. Donc, pour qu'il puisse avoir un secteur privé très efficace en Guinée, il faut que le gouvernement agisse de telle sorte qu'on libère les forces en fer de ce secteur, qu'il y ait des réformes de la fiscalité, qu'il y ait des réformes bien entendu aussi de l'éducation pour que les étudiants, les actifs diplômés qui sortiront puissent bien entendu créer de l'emploi et aussi travailler dans les entreprises. Donc, premièrement, il faut qu'il y ait les réformes du secteur privé pour pouvoir libérer les forces et les énergies, promouvoir, on va dire, l'attractivité de l'environnement des affaires, les réformes de la justice qui doivent continuer, réformer l'économie pour qu'il y ait accès au crédit, réformer l'administration fiscale et faire de telle sorte que la règle des droits soit bien évidemment claire et que les droits de propriété soient protégés. Dans la dernière chose, il faut qu'il y ait aussi des réformes de l'enseignement tertiaire. Parce que le système éducatif en Guinée se porte mal et que nos universités, de façon globale, constituent, on va dire, des usines à fabrique de chômeurs. Okay. Et vous avez un message particulier à lancer?
Le message particulier est que nous sommes là aussi dans le cadre, disons, de la promotion de nos livres qui doivent sortir bientôt, sur en avril, à l'occasion des 72 heures. Donc, nous appelons les forces vives de cette nation, les dirigeants de la nation, bien évidemment, à œuvrer dans le sens de la réconciliation sans ressentiment. C'est le message que nous avons, c'est le message que nous comptons porter. Le second message est que nous comptons aussi, bien évidemment, publier un livre ici qui sortira très bientôt, qui va pouvoir aider les décideurs, bien entendu, à recadrer leur prise de position par rapport à ce qu'il faut pour que la Guinée soit sur la voie de l'émergence économique.